j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Émilie de la chaîne Émilie et du coup je voulais vous parler maintenant sur cette chaîne de ce que je pratique maintenant depuis 4 ans qui est l'hypnose ericksonienne. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un outil fabuleux et qui est souvent en fait mal connu, voire peut-être peu connu, même s'il prend de plus en plus d'ampleur parce qu'on reconnaît son efficacité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je demande aux personnes que j'accompagne qu'est-ce que l'hypnose, on me dit, eh bien c'est un truc où on me fait faire la poule, où on parle en dormant, ou etc. Donc il y a beaucoup cette vision spectacle, hypnose de spectacle, etc. qui reste dans les esprits et qui fait peur. Donc c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ça, puisque l'hypnose c'est pas si terrible que ça en fait, ce qu'on peut en croire. Certes, même s'il y a ce côté un petit peu magique, et je vous expliquerai tout au long des vidéos que je ferai sur cette série-là, qu'il n'y a rien de magique en fait. C'est tout simplement une façon d'accéder à notre inconscient. Ce sont des méthodes en fait qui s'apprennent. Il n'y a pas de don à avoir pour être hypnologue, etc. Mais c'est vraiment comment dirais-je, un apprentissage, une façon de parler à notre inconscient. Voilà. Si je vous dis par exemple, ne pensez pas à un éléphant rose, à quoi pensez-vous? Bien sûr, un éléphant rose. Voilà, en fait, ce sont des méthodes en fait où on arrive à parler pour détourner l'inconscient, etc. Pourquoi? Parce que le cerveau n'aime pas la négation, donc du coup, il n'entend pas le ne pense pas. En fait, il entend pense un éléphant rose. Et donc, par ces méthodes-là, en fait, on arrive plus ou moins, du coup, à détourner le conscient pour accéder à l'inconscient. Alors, ce qu'il faut savoir que l'hypnose, c'est quoi? L'hypnose, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'hypnose, ça n'a aucun intérêt. Vous tapez sur Internet, vous cherchez comment l'hypnose est venue. C'est une pratique, en fait, qui existe depuis très longtemps, même depuis les Égyptiens. Les Égyptiens l'utilisaient déjà. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche dans l'hypnose? On cherche à accéder à des états modifiés de conscience. Qu'est-ce qu'un état modifié de conscience? C'est un état qui n'est pas un état de conscience ordinaire. Je vous donne, vous savez, quand vous êtes au quotidien, vous êtes dans votre état normal, etc. Voilà, vous avez conscience que vous êtes en train d'écrire, vous avez conscience que vous êtes en train de réfléchir, vous avez conscience que vous êtes en train de parler. Voilà, vous êtes dans un état normal, c'est-à-dire éveillé, réceptif à ce qu'on vous dit, etc. À peu près vous-même. Voilà. Et puis, il y a des états où il y a des petites variations. Par exemple, quand des fois on est un petit peu fatigué, quand on a un petit peu de fièvre, quand on a faim, on ressent un petit peu d'anxiété, d'excitation. Et là, en fait, on commence à être un peu là, un peu pas là. On pense à ce qu'on a faim, ce qu'on va manger, on écoute, mais en même temps on n'écoute pas. Ou alors la personne nous parle et puis on est dans nos pensées parce qu'on est en train de se faire un film parce qu'on a une anxiété qui arrive. Et en fait, là, à ce moment-là, on commence à avoir accès à d'autres niveaux un petit peu plus profonds de nous-mêmes, donc notamment lors d'activités avec de la relaxation particulière. Je pense par exemple à des activités de loisirs, des activités créatives. Je ne sais pas si dans certains d'entre vous lisent, peignent, font du sport, etc. De la danse, de la peinture, de la musique, enfin peu importe. Dans ces activités-là, en fait, on est absorbé à l'intérieur de soi la plupart du temps. Et on est concentré sur quelque chose. En fait, on focus sur quelque chose. On focus sur la note de musique, on focus sur ce qu'on est en train de peindre, on focus sur le geste qu'on est en train de faire, on focus sur notre objectif. Enfin, ça peut être diverses choses. Et du coup, forcément, quand on focus sur quelque chose, on élague un petit peu ce qui se passe autour. C'est-à-dire qu'on est tellement focus sur quelque chose qu'on ne voit plus trop ce qui se passe autour. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience, alors léger, hein, on est là et en même temps on est ailleurs. Et il y a de nombreux états modifiés de conscience au quotidien que vous vivez quand vous conduisez en voiture. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de conduire et puis au bout d'un moment de vous dire, en fait je suis déjà là mais je n'ai pas vu la route passer parce que vous étiez dans vos pensées. Pareil, lorsque du coup vous êtes en lecture immersive, vous êtes tellement absorbé par un livre que vous perdez toute la notion du temps. Vous ne remarquez plus ce qui se passe autour. Des fois, votre fils ou votre mari vient vous parler. Hein, qu'est-ce que tu as dit? Voilà. D'accord? Pareil, lors d'un visionnage d'un film aussi, on est tellement absorbé par le film qu'on ne sait même plus qui c'est qui est passé dans la pièce parce qu'on n'a même pas capté qu'elle a pris un paquet de ci
ou peu importe tout ce qu'elle nous a dit, on l'entend. Vous savez, souvent les femmes, des fois, on voit des gags sur Internet où on voit les maris qui sont absorbés dans le foot et puis on voit les femmes qui sont là, qui essaient de les divertir, qui se mettent à poil, etc. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont tellement trucs qu'ils ne voient même pas la femme. Et bien ça fait partie d'un état modifié de conscience. Pareil aussi dans les films, vous pouvez ressentir les émotions. Pourtant, c'est que de la fiction en fait. Vous n'êtes pas dans le film et pourtant il y a des films qui vous font pleurer, il y a des films qui vous font avoir peur. Vous ressentez comme si vous étiez à l'intérieur. Et en fait, il y a aussi tous ces états méditatifs où on a des espèces d'états où on est un petit peu dans la relaxation, dans la rêverie, où on est dans la lune. Vous savez, quand on dit t'es dans la lune, t'es là, t'es pas là, etc. Et bien tout ça, ce sont des états modifiés de conscience. Voilà. Donc c'est un état qui est naturel. Vous voyez, tous les jours, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais tous les jours, on est en hypnose. Et alors les enfants, ils sont en hypnose tout le temps. Pourquoi? Parce que les enfants, dès qu'ils rentrent dans leur jeu, ils sont tout le temps dans leur imaginaire. Ils sont toujours là et pas là. Ils sont avec vous, mais en même temps, ils sont dans l'histoire avec leur doudou, avec leurs petits poupées. Ils s'imaginent toujours plein de scénarios. Ils sont là et en même temps, ils sont dans leur imaginaire. Et en fait, c'est des états modifiés de conscience. Donc les enfants, c'est totalement différent. L'hypnose qu'on pratique avec eux, parce que comme ils ont déjà cet accès à leur état modifié de conscience, eh bien, on va passer plus par le jeu, plus par des activités d'art-thérapie, par des choses comme ça. Alors qu'un adulte, en fait, on va le mettre en état modifié de conscience. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on a des états modifiés de conscience qui sont voulus, hein, qui sont volontaires, comme quand on prend certains médicaments, certaines substances, des antidouleurs, des psychotropes, de la morphine, de l'alcool. Ça va vraiment vous donner un état modifié de conscience en fait. Ouais. Ça, ce sont des états modifiés de conscience qui sont recherchés au niveau médical. Des fois aussi par rapport aux addictions. Hein, quand on prend certaines substances, on se dit « Ah ben j'accède à autre chose, etc. » Et puis on s'oublie un petit peu soi-même. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces états, en fait, c'est des états un petit peu de rêverie où on est là et en même temps on n'est pas là. Et on s'oublie un petit peu soi-même. C'est un petit peu quand on dort. Quand on dort, eh bien, on est là. On vit notre rêve. Et pourtant, on a oublié qu'on a un corps qui est là, qui est en train de dormir. Pareil, quand on rêve, quand on est un petit peu en état de somnolence, on est dans notre esprit, mais on est là, on n'est pas là. C'est un petit peu ça. Donc, ces états modifiés de conscience, ils sont propres à chacun. Tout le monde va le vivre de façon différente. Il y en a, ils vont vous dire, mais moi, j'ai tout entendu. Il y en a, ils vont vous dire, mais moi, c'est bizarre, j'ai ressenti de la lourdeur, moi, j'ai ressenti de la chaleur, moi, j'ai l'impression que tout tournait, moi, je sentais plus cette main, j'avais des fourmillements. Ça peut être vraiment, enfin, c'est pas une personne qui a eu ça et qui veut dire que c'est comme ça qu'on va le vivre. Non, c'est complètement différent d'une personne à une autre. Moi, je vous donne un exemple. Moi, quand je pars en hypnose, j'ai l'impression que je suis sur un siège qui tourne, en fait. Sur un siège qui tourne, c'est comme si j'étais en état d'apesanteur. Et puis je sens que j'ai les membres qui s'engourdissent, ça s'alourdit, etc. Et je sais que du coup je suis en état modifié de conscience. Donc c'est intéressant aussi de connaître ces états-là, qu'est-ce qu'on ressent, comment on le vit, etc. Parce que ça nous permet de savoir qu'on est en hypnose en fait. Et souvent on est là en se disant mais c'est ça, j'ai pas dit des choses que je voulais pas dire, j'ai pas fait la poule, j'ai pas fait le canard, etc. Et on se dit ça va marcher. En fait non, c'est parce qu'il faut reconnaître vraiment ces transformations physiques. Donc ces états-là, on appelle ça des états de transe. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis très longtemps, on a cherché ces états modifiés de conscience. Les prêtres des temples égyptiens, les chamans, les guérisseurs, les rituels basés sur la danse, les techniques d'hyperconcentration. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois dans les festivals, il y en a, ils se mettent la tête dans les comment dirais-je, dans les baffes, là, dans les trucs, parce que ce rythme constant et régulier, ça met aussi des états de transe quand on a des rythmes constants et réguliers. C'est pour ça qu'à l'époque, ils utilisaient les métronomes. Voyez. Donc tout ça, en fait, fait que ça fait des années en fait qu'on cherche les états modifiés de conscience. Mais pourquoi? Vous allez me poser la question, mais pourquoi? À quoi ça sert? C'est qu'il y a une utilité derrière. Parce que ces états, déjà, sont très agréables à vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé l'hypnose ericksonienne. Franchement, c'est hyper agréable à vivre. C'est un état où on est bien. Moi, la plupart des gens me disent, mais j'avais pas envie de sortir de ça. Ah, j'étais bien encore un petit peu. On est bien. On est mais détendu, on est relaxé, c'est vraiment agréable, quoi. C'est quelque chose ouais, voilà, on se pose, c'est vraiment un temps pour soi. Et puis, ça permet surtout de mieux comprendre nos fonctionnements, nos comportements inconscients pour agir sur nous-mêmes, pour pouvoir nous transformer, nous sublimer,
sur des sujets que l'on rencontre dans notre vie, mais aussi explorer le potentiel. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire qu'on n'utilise qu'une certaine capacité de notre cerveau. Or, notre cerveau, c'est faire tout ça. Et c'est comme si on n'utilisait que ça. Eh bien, c'est pareil. En hypnose, on va vraiment aussi vous aider à explorer votre potentiel. L'hypnose, c'est pas que quand il y a des problématiques. L'hypnose, ça permet aussi de travailler sur la concentration. Les sportifs peuvent s'en servir aussi pour optimiser leur performance, pour répéter leurs mouvements. D'ailleurs, les pilotes de l'air, etc., qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font des mouvements répétitifs dans leur tête, etc. Et souvent, des fois, ils ont accès aussi à l'hypnose puisque ça permet de recréer le schéma, etc. Voilà, donc je vous ai un petit peu expliqué comment fonctionne l'hypnose. Alors du coup, je reviens sur l'hypnose spectacle puisqu'on en parlait au début. L'hypnose spectacle, ce sont des techniques de mise en transe qui vont être plus rapides que ce qu'on fait en hypnose ericksonienne. On peut s'en servir parce que ça peut permettre de partir plus rapidement en hypnose. Les phénomènes hypnotiques où on a des catalepsies de bras, etc. Vous savez, vous avez le bras qui est là, qui reste en l'air, etc. Ça peut servir pour activer des changements de comportement parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose d'inconscient qui se passe, etc. Donc on peut s'en servir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en thérapie, vraiment, on met le client, alors je n'aime pas dire le client, on va dire la personne, en fait, en thérapie, on met vraiment la personne au cœur de son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec une éthique, une bienveillance, et on va dans ce qu'elle souhaite. On ne fera pas faire ce qu'elle ne souhaite pas, et de toute façon, son inconscient ne lui permettra pas. Voilà, votre inconscient, je vous en parlerai dans une autre vidéo, c'est vraiment une partie de vous qui va vous protéger. Si elle a mis en place certains comportements, c'est pour vous protéger parce que derrière, il y a un besoin. Si il vous fait agir comme ça, même si c'est pas... même si vous fait fumer, alors qu'on sait que fumer, c'est pas bon pour la santé, c'est qu'il y a une raison derrière, d'accord? Soit il a mis en place un comportement qui est automatique, soit c'est parce que derrière, il y a un besoin qui n'est pas comblé, mais en tout cas, il ne fait pas les choses pour rien. Donc vraiment, votre inconscient ne vous fera pas faire des choses qui va vous desservir, d'accord? Et puis, ce qu'il faut surtout comprendre en hypnose, c'est que le choix de votre thérapeute va être vraiment important. Et ça, c'est crucial. Je vous explique un truc. Quand vous voyez l'hypnose spectacle, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, dans l'hypnose spectacle, il y a des tests qui sont faits dans le public pour savoir qui a eu les mains qu'on collait, qui a eu les doigts qu'on collait, etc. Ensuite, ils font un pré-tri pour savoir qui va monter sur scène. Mais ça veut dire que ces personnes-là qui montent sur scène, déjà, elles sont d'accord de monter sur scène parce qu'elles ont voulu. Au fond d'elles, elles sont OK avec ça. Et elles donnent une confiance au thérapeute, d'accord? Elles donnent une confiance parce que déjà, peut-être il a de la notoriété. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mesmer, comme il est connu, on sait qu'il est capable de faire certaines choses parce qu'on l'a vu sur d'autres personnes. Donc, on lui donne une notoriété, voilà, où on se dit, ben non, mais je sais qu'il est capable de le faire, je sais qu'il va le faire, donc ça va réussir sur moi, d'accord? Et pareil aussi, quand on voit ce qui est fait sur les autres, on se dit, waouh! Et donc, du coup, on y adhère plus facilement, d'accord? Donc, en thérapie, c'est différent parce qu'on est en individuel, mais c'est vraiment important qu'il y ait une relation de confiance qui se crée comme avec n'importe qui d'ailleurs. Quand vous êtes avec un ami, il faut une relation de confiance. Quand vous êtes avec votre mari, il faut une relation de confiance. Quand vous êtes avec un docteur, c'est une relation de confiance. Avec un thérapeute, c'est pareil. Si vous n'êtes pas dans une relation de confiance, vous n'allez pas arriver en fait à vraiment vous lâcher prise, etc., et lui faire confiance pour vous permettre de changer. Donc ça, c'est important vraiment d'avoir une alliance qui se crée avec le thérapeute, de dire ok, je sais que je peux lui dire, je sais que je peux travailler avec lui en toute confiance, je sais qu'on va aller dans mon objectif, il va m'expliquer comment on travaille, ça va me rassurer, etc. Et ça, c'est vraiment la première étape essentielle. Vous allez me dire, il y a des personnes qui me disent, moi, ça n'a pas marché. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher, même trois. La première, c'est que vous n'avez pas choisi le bon thérapeute. Peut-être que vous ne vous sentiez pas en relation de confiance. Donc, n'abandonnez pas, allez voir une autre personne. Moi, j'ai une personne qui m'a dit une fois, j'ai essayé d'arrêter de fumer, ça n'a pas marché. Je lui ai dit, va voir quelqu'un d'autre. Alors, je n'ai pas fait parce que c'est une personne de ma famille. Et une personne de ma famille, je préfère pas faire parce que je vous expliquerai après pourquoi. Donc, forcément, eh bien, elle était voir une personne, elle m'a dit, bah oui, mais là, c'est bon, ça a marché. Voilà. Parce que la personne, la première qui était allée le voir, il n'y a pas eu ce feeling. Il n'y a pas eu cette mise en confiance. Ensuite, il peut y avoir un bénéfice secondaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, un frein. Pourquoi je ne change pas? Il y a une raison derrière. Il y a des personnes, des fois, elles
elles se disent, mais moi, voilà, je voudrais ne plus avoir mal à tel endroit, je voudrais changer sur ce comportement-là, etc. Ok. Si vous avez plus ça demain, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Ah ouais, mais si j'ai plus mal, si je souffre plus, si je me plains plus. Alors, je dirais pas si j'ai plus mal parce que... Alors, la deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir un bénéfice secondaire, un frein. Je vous explique. Une personne qui va dire, ouais, mais moi, si demain, j'ai plus ce comportement, ça va changer quoi? Je vais lui poser, ça va changer quoi si vous avez plus ce comportement? Alors, il peut y avoir aussi une deuxième raison, c'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. À quoi ça me sert d'avoir ce comportement? Est-ce que si je l'enlève, il va y avoir des conséquences? Il y a des personnes, si je leur dis, si je vous enlève ça, vous n'avez plus ce comportement-là, que ça change, qu'est-ce que vous perdez? Qu'est-ce que ça va changer? Ah ouais, mais du coup, si je vais mieux, mes enfants, ils vont plus passer me voir. Voilà, ça c'est un bénéfice secondaire. Donc inconsciemment, des fois on ne s'en rend pas compte, il y a des bénéfices qui font que le symptôme est toujours là parce qu'il répond à un bénéfice. D'accord? Et la troisième raison, c'est que il n'y a pas forcément la cause qui a été travaillée. Il y a des thérapeutes qui vont travailler sur le symptôme et il y a des thérapeutes qui vont travailler sur la cause. C'est un petit peu comme en médecine classique et en médecine fonctionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la naturopathie et voilà. On va prendre un médicament pour apaiser la douleur. D'accord? Quand on va voir un médecin, on va nous donner une ordonnance, il va apaiser la douleur. Si on cherche d'où vient cette douleur, qu'on cherche au... Voilà, si j'ai mal... je sais pas, admettons, voilà, j'ai mal à la main, d'accord? J'ai mal là, j'ai une douleur, ça me lance, etc. Bon, on va me donner un cachet. Ça va passer. Au bout d'un moment, ma main, je vais encore avoir mal. Sauf que si je n'ai pas cherché l'origine de pourquoi j'ai mal à la main, forcément, à un moment donné, ça revient. C'est comme quand on travaille sur le symptôme. Quand on va travailler sur le symptôme, si en hypnose, on va me dit oh, j'arrête de fumer. Ok, bon ben voilà, je fais 2-3 séances, j'arrête de fumer. Voilà. Pendant un moment, vous allez arrêter de fumer. Après, ça va revenir. Pourquoi? Parce que la cause de pourquoi vous avez fumé, elle n'a pas été trouvée. Il y a une raison à ça. Si dessous j'ai un clou et que j'ai pas vu qu'il y avait un clou, ben j'aurai toujours mal à la main. Et ça risque même de s'infecter. Et ça risque même, si je tape sur autre chose, de faire mal ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait, c'est un petit peu grossier ce que je vous fais, mais c'est aussi voilà la façon dont on travaille. Moi je vais travailler sur la cause profonde. Pourquoi vous en êtes venu à fumer? Pourquoi vous en êtes venu, pourquoi vous êtes mal aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez grandi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Comment vous êtes construit? C'est des choses comme ça. Voilà, donc je reviens parce que j'ai un petit peu de digression. Je reviens sur une digression. Du coup, ce qui est important en hypnose, du coup, c'est de vraiment voilà, comprendre que votre inconscient est là pour vous protéger. En hypnose spectacle, c'est sûr que ça fait peur. Voilà, on vous montre qu'en hypnose spectacle, on vous montre qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau inconscient, qu'on peut agir sur quelque chose qui ne tient pas de nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui me disent non mais moi, je préfère résister. Je préfère résister, moi j'ai pas confiance, je lâche pas prise, etc. Et quand elles voient qu'il y a, quand on fait des phénomènes hypnotiques, elles voient qu'effectivement les mains elles restent collées et que malgré tout, elles se disent mais elles en sont conscientes, mais qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte qu'il y a une partie de nous-mêmes qui nous contrôle. Donc finalement, ce qu'on croit contrôler, on se rend compte qu'on ne le contrôle pas. Il y a des choses qui font qu'on a des automatismes, qu'on a notre inconscient fait pour nous. Donc on accède à cet automatisme. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu démystifié l'hypnose, ça vous a un petit peu rassuré, parce que franchement, il n'y a rien de méchant dans l'hypnose. C'est juste apprendre à se connaître, retrouver qui on est intérieurement pour pouvoir accéder à des choses et à des potentiels merveilleux. Allez, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos.